C'est bon. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à cette masterclass, 7e masterclass Plénite Finance. Donc, aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour cette masterclass et notre sujet, un sujet qui concerne beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est l'investissement immobilier. Donc, quand on parle d'investissement immobilier, ça peut être aussi bien sur sa résidence principale que sur du locatif. Et donc, le sujet, c'est comment préparer un bon dossier pour se présenter à la banque et que la banque, eh bien, vous fasse confiance et vous accorde le financement de l'emprunt pour cet achat immobilier. Donc, résidence principale ou locatif, effectivement, ça se prépare. On ne décide pas du jour au lendemain d'investir et se présenter, voilà, qu'est-ce que je peux faire? C'est le rêve de beaucoup de personnes aujourd'hui. Je pense qu'on en est tous conscients. Mais aujourd'hui, rares sont les personnes qui peuvent acheter un bien immobilier cash. Et même si elles ont la possibilité de le faire, il est souvent plus intéressant dans l'immobilier de partir sur un emprunt auprès de la banque. La conjoncture actuelle fait que les banques, par rapport à il y a quelques années, sont de plus en plus frileuses à vous accorder un emprunt bancaire et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de faire cette masterclass puisque moi aussi, à titre personnel, j'ai des investissements, j'en ai réalisé et j'ai été confrontée aussi à des exigences bancaires de plus en plus importantes. Et beaucoup de personnes se voient refuser leur dossier. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment se préparer au mieux pour faire en sorte que la banque accepte notre dossier du premier coup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Séverine Babineau, je suis coach budgétaire chez Plénite Finance et mon rôle à moi n'est pas forcément d'animer que des masterclass, mais c'est principalement d'accompagner les personnes dans la gestion de leur budget, leur apporter une méthode, les accompagner de façon à ce qu'ils puissent se dégager ce qu'on appelle une marge de liberté budgétaire et ainsi pouvoir mettre de l'épargne de côté et réaliser les projets. Donc là, on a 2 participants. Est-ce que vous avez des projets immobiliers à venir? Commis, est-ce que vous en êtes où dans l'avancement de votre projet d'investissement? Est-ce que vous m'entendez, Commis? Toujours en préparation, dit-il. J'ai plus personne. Ah, d'accord. Alors, hop. Donc, je reprends. Excusez-moi, je reviens sur la page. Hop. Est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran? Ah. Cédric, vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais on ne voit pas votre partage d'écran. Ah. Il faut Alors. partager l'écran. Est-ce que là, c'est mieux? Là, ça arrive, c'est bon. Je vous lis les questions, Séverine. Ah. Ne sortez pas du capot, je vous lis les questions. Ah, d'accord. OK. Alors, on en était donc voilà, la banque. Alors, qu'est-ce que la banque, elle va regarder? Elle va regarder plusieurs choses. Elle va regarder vos ou votre compte courant, en fonction si vous avez des comptes joints, etc. Si vous n'êtes pas client chez eux, ils vont vous demander d'amener vos derniers relevés de compte de manière à pouvoir consulter vos comptes courants. Pourquoi? Ils vont regarder quelles sont les opérations récurrentes que vous avez sur le compte, c'est-à-dire toutes les opérations contraintes qui passent tous les mois, et regarder surtout le solde de votre compte bancaire. Est-ce que celui-ci est toujours en positif ou est-ce que vous êtes des fois à découvert? Et à la fin du mois, est-ce qu'il vous reste de quoi subvenir aux besoins du foyer? Donc, première chose, ils vont regarder vos comptes courants. Deuxième chose, la banque,
va regarder votre taux d'endettement. Donc, votre taux d'endettement, est-ce qu'il est inférieur à 35%? On va revenir dessus pour vous indiquer ce qu'il y a dans le taux d'endettement. Et enfin, elle va regarder votre épargne. Avez-vous constitué une épargne pour avoir un apport pour cet achat immobilier? Donc ça, ce sont les 3 critères essentiels qu'on va passer ensemble de façon à mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir obtenir un emprunt bancaire. Alors, première chose, vos comptes courants. Est-ce que c'est plutôt ce qu'on a à gauche ou est-ce que c'est plutôt ce qu'on a à droite? À gauche, on a quelqu'un qui a un solde positif bancaire tous les mois, et donc c'est en vert. À droite, on a quelqu'un qui a régulièrement des découverts. Le découvert, donc beaucoup de clients que l'on accompagne aujourd'hui, lorsqu'ils commencent le coaching avec nous, nous indiquent: «Oui, mais j'ai une autorisation de découvert auprès de la banque, donc ça n'a pas d'incidence». Attention, l'autorisation de découvert, c'est comme un crédit. C'est de l'argent qui ne vous appartient pas. Avoir un solde bancaire en positif tous les mois, c'est indispensable pour la banque. Ça va montrer non seulement que vous êtes capable de bien gérer votre budget, que vous êtes capable de dire stop à certaines dépenses quand vous n'avez plus les fonds sur votre compte. Et surtout, ça va permettre de voir qu'il vous reste de l'argent tous les mois. La banque, ça va la rassurer. S'il vous reste de l'argent tous les mois sur votre compte bancaire, ça veut dire que potentiellement, on peut rajouter une ligne avec un crédit immobilier. Alors, on a quelqu'un qui arrive, Cédric? C'est Audrey qui revient. Ah. Attends, c'est Audrey. Bonsoir, André. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Bienvenue. Ravie de vous accueillir. On a commencé il y a 2 petites minutes et donc Ouais. je reviens juste Et la vite fait. vidéo sera mise en ligne. Voilà. Voilà. Je vous dis juste qu'on va détailler ensemble ce que regarde la banque pour que vous puissiez faire un emprunt. Elle va regarder vos comptes courants, votre taux d'endettement et votre épargne. Et donc, on était en train de rentrer dans le détail. Donc, sur la partie compte courant, comme quoi, il est indispensable d'avoir des comptes courants qui sont en solde positif tous les mois. Comment faire pour ne plus être à découvert? Déjà, il faut préparer son budget tous les mois et non pas regarder à la fin du mois ce qui s'est passé. Ça se prépare en amont et ensuite, votre budget, vous le suivez tous les mois. Si votre budget est limite, il faut optimiser les charges. Ensuite, avoir de l'épargne de précaution pour les imprévus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans votre budget quotidien, votre frigo il tombe en panne, vous n'êtes pas censé le payer avec votre budget mensuel. C'est quelque chose qui doit être pris sur l'épargne de précaution. Qui dit prévoir un budget dit aussi ajuster les dépenses au fur et à mesure et sortir son épargne quand c'est nécessaire. Le coach budgétaire, comme moi, peut vous accompagner à la gestion de votre budget et c'est même son rôle. C'est pas il peut, c'est il vous accompagne dans la gestion du budget, dans le prévisionnel, dans le fait de pouvoir optimiser aussi les charges et d'ajuster surtout les dépenses au fur et à mesure du mois. Parce qu'on a toujours des choses qu'on a prévues mais qui malheureusement vont changer dans le mois. Donc, premier critère, vous voulez faire un emprunt immobilier, principal ou locatif. Premier critère, vous devez ne pas être à découvert. Les banques, en fonction des banques, certaines vont regarder vos 6 derniers mois, d'autres vont regarder les 8 derniers mois. Donc, si vous voulez emprunter, première chose, soyez vigilant sur cette partie-là. La deuxième partie importante pour votre banque, ça va être votre taux d'endettement ou on appelle aussi la capacité d'emprunt ou capacité d'endettement. Qu'est-ce que c'est que le taux d'endettement? C'est la totalité de vos crédits. Et dans les crédits, on va voir ce qu'on y compte, mais toute la totalité de vos crédits sur vos revenus. Et vous obtenez un pourcentage. Ce pourcentage doit être inférieur à 35%. Si on regarde l'exemple que j'ai mis, donc c'est un imprimé écran de notre outil Plénit, où on travaille donc là avec des clients. Donc là, les revenus de ces clients-là s'élèvent en moyenne à 6 690 € par mois. Ils ont des endettements consommation, c'est-à-dire des crédits à la conso pour 1 300 € par mois.
pension alimentaire qui rentre dans le taux d'endettement parce que c'est une charge fixe contrainte qui est à 278 € par mois. Et enfin, les crédits immobiliers ou crédits travaux pour 1 339 € par mois. Ça veut dire que ces clients, ils ont 2 900,17 € de crédit et donc un taux d'endettement de 44%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, leur gestion budgétaire est compliquée puisqu'ils dépassent les 35% et que ça leur laisse derrière très peu de marge de liberté budgétaire. C'est pour ça que les banques sont vigilantes à ce taux-là. Elles veulent pouvoir garantir un restant à vivre suffisant pour toutes les charges du foyer. Il y a des charges, l'électricité, l'alimentation, etc. Au-delà, les banques, elles voient surtout le risque que vous n'allez pas pouvoir payer les nouvelles échéances. Donc, le taux d'endettement est très important. Qu'est-ce que la banque va prendre en compte? Dans les revenus qu'elle prend en compte, elle va prendre tous les salaires. Je mets un petit bémol sur si vous n'êtes pas en CDI. Je parle des personnes en intérim, voilà. Elles vont prendre les pensions que vous touchez, les rentes et les revenus locatifs. Quand je dis revenus locatifs, je mets pareil un petit bémol dessus. Moi qui fais de l'investissement locatif, si vous louez sur de la longue durée, les banques aujourd'hui prennent 70% du montant du loyer en compte et qu'elles vont compter dans vos revenus. Par contre, attention, si vous faites de la location saisonnière type Airbnb, les banques ne le prennent pas en compte. Pourquoi? Avant, elles le prenaient en compte. On a eu le Covid, par exemple, et tous les gens qui, comme moi, avaient des Airbnb, qui dit être confiné chez soi, dit ne pas partir en vacances et louer un Airbnb, ça veut dire pour le propriétaire, aucune rentrée d'argent. Et donc aujourd'hui, les banques ne veulent plus prendre ce type de rentrée d'argent en compte dans le calcul de votre taux d'endettement. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Et dans les crédits, qu'est-ce qu'elles prennent? Tous les crédits immobiliers, les crédits travaux, tous les crédits conso. Attention, dans les crédits conso, des fois, vous faites des paiements dans un magasin en 4-5 fois sans frais. Si elles voient la ligne sur vos comptes, elles vont le compter dans vos crédits. Et pour certaines banques, pas toutes, mais certaines banques intègrent aussi les échéances que vous avez pour les LOA ou LDD. Donc, voilà comment vous voulez aujourd'hui calculer votre taux d'endettement. Vous prenez vos rentrées d'argent et vous déduisez tous les crédits et LOA et LDD et vous pouvez faire le calcul vous-même pour savoir où vous en êtes dans votre taux d'endettement. Là, je vous ai mis un exemple d'un autre client pour lequel on est tout à fait conforme. Ces personnes ont des revenus salaires, donc 1 900 € et 2 500. Revenus locatifs, ils ont une location qui loue à 700 € par mois. Donc, la banque ne va prendre que 70% de cette rente-là. Donc, 490 €. Ils ont crédit IMO pour leur maison principale de 1 000 € et un crédit IMO pour leur location de 650 €. Mais ça passe puisqu'ils sont à 34% de taux d'endettement. Donc, ils ont pu effectuer leur investissement locatif. Comment réduire son taux d'endettement? Aujourd'hui, donc là, je vous ai donné comment on fait le calcul. Si demain matin, vous dites, je vais regarder par rapport à ce que Séverine a dit, où est-ce que j'en suis dans mon taux d'endettement, et que vous voyez que vous le dépassez. Ou alors que vous êtes à 30, mais que vous souhaitez investir. Comment réduire votre taux d'endettement? Déjà, si vous avez des crédits à la consommation, est-ce qu'il est possible de désolder? Est-ce qu'il reste très peu de capital à rembourser? Si oui, est-ce que j'ai de l'épargne disponible pour pouvoir solder ces crédits-là et de façon à libérer un peu de marge pour un nouveau crédit? Ou vous pouvez également faire une étude de regroupement de crédits. Si vous avez besoin, nous avons dans le réseau Plénit un partenaire qui peut vous proposer une étude de regroupement de crédits de façon à regrouper tous les petits crédits que vous pouvez avoir, en faire un seul et diminuer la mensualité de façon à diminuer votre taux d'endettement. Sur les prêts immobiliers, si vous avez déjà des prêts immobiliers en cours, vous pouvez alors faire réétudier
le prêt immobilier. Aujourd'hui, les taux, ils sont assez hauts par rapport à ce qu'ils étaient il y a quelques années, donc je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui ce soit la bonne méthode. Par contre, vous pouvez faire étudier l'assurance de prêt. Aujourd'hui, beaucoup de personnes arrivent à réduire leur échéance en réduisant l'assurance de prêt. Ou alors, renégocier, comme je disais, le taux ou la durée de votre crédit immobilier avec la banque. Là, j'ai des clients qui ont un prêt locatif qui, aujourd'hui, les mettaient en difficulté. Ils ont fait réétudier le prêt sur la durée. Ils sont passés de 12 à 15 ans sur la partie prêt immobilier locatif. Ils ont gagné 1 euro de mensualité. Donc, ça peut être aussi une étude à faire. Et surtout, bien entendu, ne plus contracter aucun crédit si vous avez un projet immobilier dans les années qui viennent. Ne surtout pas faire de crédit, ne pas débloquer de réserve auprès des banques ou de vous lancer dans des paiements en plusieurs fois. Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à payer, par exemple, je ne sais pas, une machine à laver en une seule fois, ça veut dire que demain, si vous avez un crédit immobilier en plus, vous n'arriverez pas à le payer non plus. Donc, le taux d'endettement à ne pas dépasser 35%. Est-ce que par rapport à ce taux d'endettement, il y a des questions? Cédric, je vous laisse me dire si quelqu'un envoie une Oui, je question. vous pose des questions. Sur le chat, vous pouvez utiliser le chat ou envoyer par mail. Parce que je sais que ce n'est pas toujours simple, le taux d'endettement. Après, la vidéo, elle va vous être envoyée. Hein. Donc, je vous ai mis comment le calculer. Total de vos crédits sur total de vos revenus fois 100. Et vous devez voir si vous êtes inférieur à 35%. C'est clair, merci. C'est clair. OK. Alors, on continue. Avant de passer sur le taux d'endettement, certains peuvent entendre parler du taux d'usure. Je n'en ai pas parlé dans cette masterclass, puisqu'il y a énormément de critères qui rentrent en compte et les banques, en général, si tout le reste est conforme à leurs attentes, vont adapter le taux d'usure. Le taux d'usure, c'est un pourcentage d'intérêt que la banque ne doit pas dépasser, c'est-à-dire le taux de votre emprunt plus le taux de votre assurance. Si ça ne passe pas, en général, ils vont jouer sur le taux de l'assurance ou sur le taux de l'emprunt, etc. C'est pour ça que je n'en parle pas, puisque ce n'est pas bloquant pour avoir l'accès à un crédit immobilier. Et donc, maintenant, on peut passer à l'épargne. Aujourd'hui, alors avant, il y a quelques années, moi, j'ai commencé l'investissement locatif très jeune. Le premier studio que j'ai acheté, la banque ne m'a jamais demandé d'apport. J'ai pu faire l'emprunt sans difficulté. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Et les banques demandent un apport financier pour vous accorder l'emprunt. Certaines vont demander 10%, c'est la majorité. Il y a certaines banques qui peuvent aller jusqu'à 20% du coût d'achat de votre bien. Hein, donc, en fonction du risque, de la zone, etc. On va partir sur les 10%, puisque c'est la majorité des banques qui demandent un apport de 10%. Donc, j'ai mis un petit exemple. Je souhaite acheter un appartement à 150 000 euros. Ça veut dire qu'il me faut un apport minimum de 15 000 euros. Donc, ça se prépare. C'est pour ça que je dis qu'on ne va pas à la banque en disant demain, j'ai envie d'acheter. Il faut pouvoir préparer cet apport. Comment? Quelle est l'échéance que je me fixe? Est-ce que j'ai déjà un peu d'épargne pour cet apport-là? Exemple, je veux acheter dans 2 ans. J'ai 3 000 euros d'épargne et donc, quand on fait le calcul, ça veut dire que sur 2 ans, je dois mettre 500 euros d'épargne projet tous les mois pour pouvoir obtenir ces 15 000 euros et me présenter auprès de la banque. Donc, ne tardez pas si vous avez un projet. L'apport, ça se constitue au fur et à mesure, mais attention, il faut toujours garder une épargne de précaution. Épargne projet, épargne de précaution. Précaution, c'est les aléas de la vie. Ça, je ne le mets pas dans l'apport de mon achat. Par contre, épargne projet, j'ai le projet des vacances 2026 à préparer, projet à court terme. J'ai le projet d'un investissement, projet à long terme.
Un exemple de nouveau d'un budget client qui ont des revenus corrects, qui ont un taux d'endettement à 33% et donc qui ont des charges fixes contraintes à hauteur de 74%. Ça veut dire que ces clients-là, on en parlait dès le début, il leur reste une marge de liberté budgétaire de 1 338 € par mois. Ce sont des clients avec lesquels je travaille encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils ont un projet immobilier, mais on constitue aussi bien l'épargne de précaution que l'épargne projet. On met 500 € par mois de côté, 250 sur l'épargne de précaution, 250 € sur l'épargne projet. Leur projet, donc ça, voilà, hein, l'outil Plénic nous permet aussi de pouvoir préparer vos projets et de pouvoir voir l'avancement. Donc, ces clients, sur une épargne de précaution, on a un objectif de 9 000 €. Donc, ils sont aujourd'hui à 16% d'atteinte de leur objectif. C'est des gens qui n'avaient pas d'épargne quand ils ont commencé le coaching budgétaire. Et sur la partie épargne projet, donc on a commencé à constituer les vacances pour l'été prochain et on a commencé à constituer un apport pour un appartement. Donc là, ils ont besoin d'un apport de 10 000 € pour investir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à 33% d'atteinte de leur objectif pour acheter l'appartement. Et ces clients ne sont plus à découvert, donc ils ont déjà bien avancé sur leur projet immobilier. Donc là, comme on vient de voir, l'épargner, c'est le 3e critère essentiel pour la banque. Donc si on résume, 3 choses pour la banque. Un compte en positif au moins sur les 8 derniers mois. Un taux d'endettement inférieur à 35% et un apport en fonction de l'achat que vous souhaitez faire. Voilà les 3 critères pour pouvoir prétendre à un emprunt immobilier. Alors, lorsqu'on a envoyé donc l'invitation à la masterclass, on a eu quelques questions donc sur l'âge notamment. Donc, l'âge est-il important? Oui, l'âge est important. Il va jouer sur la durée de votre emprunt parce qu'effectivement, quand vous allez être à la retraite, vous n'aurez plus les mêmes revenus qu'aujourd'hui en tant qu'actif. Donc là, la personne indiquait qu'elle avait 47 ans, elle peut encore emprunter. Elle peut emprunter sur 15 ans ou 18 ans. Elle a déjà un apport de 5%, donc ça, c'est déjà très bien, je la félicite. Elle peut continuer à augmenter son apport et investir dans 2 ans. Et donc, pouvoir quand même investir dans l'immobilier. Personnellement, j'ai 48 ans. J'ai acheté mon dernier appartement il y a 2 ans. Donc, ça veut dire à 46 ans. Par contre, effectivement, j'ai fait un emprunt sur 15 ans. On parlait du taux d'usure tout à l'heure. Ça rentre en compte, en fait. Plus vous prenez un emprunt long, plus le taux d'emprunt est élevé. Et donc, plus c'est là que le taux d'usure va jouer. Donc, quand vous vieillissez, eh bien, le taux d'usure, on va vous dire d'emprunter sur moins de temps. On avait une autre question de Myriam qui parlait du statut professionnel. Donc, effectivement, quand on est, par exemple, en intérim. Alors, les banques, bien entendu, elles préfèrent les CDI, mais elles regardent également l'ancienneté. J'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui sont en intérim, mais depuis des années, et qui ne souhaitent pas changer, et qui ont réussi à obtenir un emprunt de leur banque. Parce qu'elles ont montré patte blanche. Leurs comptes sont en positif, elles ont de l'épargne et les missions sont régulières. Donc, c'est pas parce que vous n'êtes pas en CDI, si vous êtes 2 dans le foyer, s'il y en a qu'un en CDI, les banques peuvent accepter un emprunt. C'est pas rédhibitoire. Et enfin, commis, vous êtes toujours dans la recherche de par quel achat commencer. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de règle. Pourquoi? Parce que souvent, on se dit qu'il faut commencer par son achat de résidence principale. Moi, j'ai fait l'inverse. À 20 ans, j'ai commencé par acheter un studio, alors que moi-même, j'étais encore en location. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de règle, puisque
voilà, ça n'empêche pas. Moi, j'étais en location, j'ai pu emprunter pour du locatif. Par contre, là où il faut être vigilant, commis, c'est bien calculer la capacité d'emprunt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous achetez un investissement locatif, par exemple, c'est votre priorité. Vous pouvez prendre pour le moment sur, je ne sais pas moi, 8, 9, 10 ans, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'autres crédits et vous avez envie de le solder au plus vite. Mais dans 2 ans, vous vous dites: «Non, mais là, on veut acheter la maison, la famille s'agrandit, on veut acheter la maison». Vous pourrez renégocier cet emprunt et augmenter sa durée de façon à ce qu'il vous libère de la place pour votre résidence principale. Ou alors, y mettre davantage d'apports pour faire un emprunt plus petit. Est-ce que ça répond à votre question, commis sur le par quel achat commencer? Oui, dit-il. Il a répondu oui, c'est vrai. Bon. Moi, j'ai une question, Séverine, si Ah! est-ce que Alors j'écoute la quid question. pour les indépendants quand on est en statut indépendant depuis plusieurs années, est-ce qu'on peut emprunter ou est-ce qu'on est d'office, suspect? Non, c'est comme l'intérim. C'est comme l'intérim, ils vont regarder surtout effectivement l'ancienneté en tant qu'indépendant. Hein, si vous venez de commencer votre activité, effectivement, ils ne vont pas le prendre en compte. Ils vont regarder vos revenus en tant qu'indépendant. C'est-à-dire que quelqu'un qui est indépendant depuis 4 ans et qui gagne 3 000 € par mois depuis 4 ans, la banque va pouvoir accepter le prêt. Hein. Et attention, c'est pour ça que c'est très important, quand je parle du solde bancaire, les banques vont se fier à toutes vos opérations sur votre compte. Et en tant qu'indépendant, elles vont regarder les revenus qui rentrent tous les mois, si c'est régulier ou pas. Et c'est la régularité qui va faire qu'elle va vous accorder ou pas l'emprunt. Et est-ce les banques demandent des déclarations fiscales aussi ou elles veulent juste regarder la somme qui vient du compte pro jusqu'au compte perso? Qu'est-ce qu'elles regardent? Les deux, peut-être? Alors, moi, les derniers emprunts, j'ai dû fournir mes déclarations d'impôts. D'accord. En plus des. Oui, en plus des relevés de compte. Ouais. Pour les indépendants, et Mais voilà, pour les salariés, ils ont les fiches de paie, les bulletins de paie, mais là, c'est différent. exactement. Pour les indépendants, ils ne vont pas vous Et demander merci vos pour cette bulletins précision. URSSAF, donc ils vont vous demander la déclaration d'impôt. Donc, Ouais, et sur l'impôt, et même pour les salariés maintenant. et ils veulent voir la rémunération qui tombe chaque mois, de manière régulière et si C'est possible ça, stable. c'est ça. OK, c'est clair. Exactement. Les banques aujourd'hui, elles ont besoin de se couvrir. Aujourd'hui, hein, comme on le disait dès le début, elles sont frileuses. Le contexte fait qu'aujourd'hui, on parle de pouvoir d'achat, que les personnes sont en difficulté et donc ça fait de plus en plus peur aux banques. Est-ce que mon client va pouvoir payer si je lui accorde un emprunt? Et c'est tout ce contexte qui fait qu'aujourd'hui, les banques sont très frileuses. Par rapport à il y a quelques années, voilà, on parle de la génération des boomers, les taux d'emprunt étaient plus élevés, sauf que le coût de l'immobilier était beaucoup moins élevé qu'aujourd'hui, les gens qui étaient en travail, ils retrouvaient un travail le lendemain. Donc les banques n'étaient pas frileuses comme aujourd'hui. Donc il faut vraiment montrer patte blanche et c'est pas forcément le CDI, qui est obligatoire. Ça va être surtout l'ancienneté et la régularité. C'est Régularité noté. dans les salaires et dans le compte positif. C'est noté. Merci pour ces précisions, c'est vrai. Donc je pense avoir répondu, en tout cas aux questions que j'avais, hein, dans les personnes qui ont rempli le questionnaire. Donc ce qu'il faut retenir aujourd'hui, primordial, le solde positif, un taux d'endettement inférieur à 35 et un apport d'épargne de 10 minimum. Moi, en tant que coach budgétaire, eh bien, mon rôle, c'est effectivement d'amener les personnes qui le souhaitent vers ces 3 objectifs-là, puisque dans beaucoup de nos clients, aujourd'hui, ont un objectif, effectivement, d'un achat immobilier, soit parce qu'ils sont en location et ils ont envie de devenir propriétaires, soit parce qu'ils veulent aller plus loin et pouvoir investir aujourd'hui dans du locatif.
Donc, c'est notre rôle à nous de vous accompagner. Et voilà, souvent, on commence par le solde positif. Ensuite, on va travailler pour optimiser les charges et le taux d'endettement. Et ensuite, on constitue une épargne, que ce soit d'ailleurs pour un achat immobilier ou pour autre chose, pour les projets. Donc, pour aller plus loin, pour les personnes, alors, dans les personnes qui sont présentes, certaines nous connaissent déjà et ont déjà travaillé avec nous. Pour les personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas encore passé le cap, on peut vous proposer une étude budgétaire personnalisée avec un diagnostic complet de votre situation. C'est-à-dire, vous voyez les tableaux que je vous ai présentés tout à l'heure, avec le taux d'endettement, avec la marge de liberté budgétaire, eh bien, on peut vous faire un diagnostic et vous présenter, vous, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes et sur quoi vous pouvez travailler pour pouvoir avancer sur ces parties-là. Avec toujours le même objectif. Identifier votre capacité d'épargne et étudier les leviers d'optimisation pour l'augmenter. J'ai fini pour la présentation de cette masterclass. Comme à chaque fois, je vais vous l'envoyer en lien. Elle va être également diffusée sur les réseaux sociaux. Et je vous mettrai en lien mon agenda pour les personnes qui souhaitent qu'on puisse échanger sur le sujet et pourquoi pas voir pour une étude budgétaire et voir si aujourd'hui vous avez la possibilité de vous lancer ou pas dans un projet immobilier. Avez-vous des questions ? Bonjour Karine, je n'avais pas vu Karine, vu que je présentais, je n'avais pas accès à les personnes présentes. Donc bonjour Karine, je ne sais pas si vous avez pu assister à toute la masterclass, mais rassurez-vous, on va vous l'envoyer de toute façon en lien demain ou après-demain. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont des questions ? Donc là, Karine dit que c'est OK. En tout cas, moi, j'espère avoir répondu aux questions qui étaient présentes dans le formulaire. Si certaines questions vous viennent après ou autres, alors c'est bon aussi, je vois dans les petits chats. C'est parfait. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, j'espère surtout avoir répondu à vos interrogations. Et dans ce cas, nous allons vous souhaiter une très bonne soirée. Je peux faire l'enregistrement. Je vous remercie à tous pour votre participation et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et n'hésitez pas donc à prendre rendez-vous sur mon agenda pour qu'on puisse voir si vous avez d'autres interrogations. C'est très gentil. Merci pour le message. Bonne soirée à tous.